Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 68e clé qui s'intitule « Science et spiritualité, une histoire d'amour, possible ou impossible ?» Point d'interrogation, point d'exclamation. À vous de choisir, on va essayer de tourner autour de ce thème qui est fascinant, passionnant, qui me tient profondément à cœur, qui est pour moi le deuxième pilier de notre 4e saison, sur lequel on va passer 4 sessions, 4 vidéos, dans la mesure où c'est extrêmement riche, extrêmement dense, et je veux qu'on prenne un peu de temps. Voilà. Alors, ce sujet me tient à cœur profondément, viscéralement, je dirais même, dans la mesure où c'est en quelque sorte l'histoire de ma vie. J'ai eu l'impression qu'il y avait une guerre stérile entre comme deux factions, deux oppositions, deux camps, et à mon sens, c'est vain, et c'est surtout que sous différents angles, on peut y voir une complémentarité. Voilà. On va, quelque part, je vais vous le dérouler en 4 axes, bien qu'il y ait 5 parties. Mais le premier, ce sera en quelque sorte une sorte d'introduction, mais c'est surtout très vite, on va essayer de reprendre la genèse, l'histoire en quelque sorte, science et spiritualité. On va voir que ça a été une histoire d'amour, qu'il y a eu une lune de miel qui est de l'ordre de la tradition. Il y a eu en effet une rupture, un divorce, et à quel moment ça s'est opéré en 3 étapes en quelque sorte, et de voir en fait notre situation aujourd'hui, où on en est, etc. Quels sont les champs d'ouverture, etc., etc. Ensuite, on verra dans une deuxième vidéo 2 approches, 2 protocoles qui sont propres à chacune des rubriques, à savoir d'une part la science et d'autre part la spiritualité. 2 approches, 2 méthodologies différentes pour comprendre un petit peu comment elles réfléchissent, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs manières d'analyser les choses, de percevoir la réalité et le monde, l'environnement, etc., etc. À l'intérieur, on verra aussi la 3e partie, toujours dans cette deuxième vidéo, qui sera la complémentarité. Et ensuite, dans la 3e vidéo, on verra les liens, les thèmes qui figurent comme ce que j'appelle des interfaces, des membranes entre justement qui font le lien entre d'une part la spiritualité et d'autre part la science. Et c'est intéressant dans la mesure où c'est peut-être une zone tampon avec des thèmes qui permettent, pour ceux qui sont complètement hermétiques d'une part à la spiritualité, de progressivement s'ouvrir à des champs de conscience, à des champs du cœur, etc., etc. Et de même pour ceux qui sont très rigoureux dans la spiritualité, pour eux la science, c'est très rationnel, c'est très matérialiste, etc. C'est très scientiste. Ça permet aussi de s'ouvrir à un nouveau paradigme, peut-être plus inclusif, plus riche, plus large en perspective. Et enfin, on verra une mise en pratique et des parallèles à travers les mises en pratique de la science que l'on peut, avec des parallèles entre la spiritualité, en disant, il y en a une bonne dizaine, il y en a une douzaine, il y en a une quinzaine d'ailleurs, où je mets en quelque sorte des théories scientifiques pour lesquelles il y a un équivalent sur un plan spirituel. Voilà, et puis on passera à une conclusion bien entendu. Alors, débutons avec cette première étape. Quelle est la raison d'être concrètement de cette clé, et qui, je vous dis, me tient profondément à cœur. Profondément à cœur, pourquoi ? Parce que je vois malheureusement sur Internet très peu finalement, en fait, de gens qui tentent le lien. Et sinon, on en vient toujours dans un monde de dualité, de polarité, où il y a des camps, des factions qui s'opposent, et les algorithmes, on va dire, accélèrent, renforcent ce phénomène, et qui fait que on est malheureusement la plupart du temps dans des débats stériles, à savoir comme si chacun défendait sa team, son équipe, aveuglement, sans nécessairement avoir des arguments constructifs, pragmatiques, critiques éventuellement, dans le sens de trier, crisis signifie trier, mais tout au moins en fait d'essayer d'avoir une bonne volonté pour essayer de se dire c'est pas j'ai raison ou tu as tort, c'est quelle est ta perception, quelle est à travers ton protocole, l'empathie, quels sont tes schémas, tes grilles d'analyse, etc. Et de là de s'ouvrir peut-être à d'autres perspectives. Alors bien entendu, ça en va aussi une forme de tolérance, d'ouverture, que ce soit dans la science, et que ce soit aussi dans la spiritualité. Parce que dans les 2 cas de figure, une science, on verra le scientisme, qui est une vision très étriquée en quelque sorte, qui finalise, qui est une finalité en quelque sorte de la science, pour la science, etc. Et qui est pas très ouverte en soi, avec
d'autre part aussi spiritualité, même religion, foi, où c'est comme ça, c'est écrit, ça se discute pas, ça s'applique, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc dans les deux cas de figure, évidemment, ça aspire à une forme d'ouverture et de tolérance, ça va de soi. Alors de là, évidemment, donc sa raison d'être, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire qu'on, c'est pour essayer de réhabiliter aussi, de réouvrir le débat qui n'a jamais vraiment eu lieu, et d'autre part aussi qui a toujours eu lieu dans le passé, c'est ce qu'on va voir. Donc, mais dans une approche, encore une fois, holistique, holos, hein, en grec ça veut dire global, une application globale, une vision d'ensemble, c'est-à-dire on prend de la hauteur, on n'est pas de parti pris, on essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Alors, la vision holistique, je vous l'ai déjà expliqué, c'est transdisciplinaire, c'est pluridisciplinaire, c'est multitâche, c'est une vue d'ensemble, c'est pas que binaire, au contraire, c'est inclusif. On essaie de comprendre les différentes pièces du puzzle, leur fonctionnement individuel et leur fonctionnement dans l'absolu en tant qu'ensemble, comme un écosystème, etc. Je ferai également tout un déroulé avec beaucoup de métaphores, des allégories pour permettre de comprendre. Je ne vais pas citer des théorèmes, je ne vais pas citer des équations, bien entendu, ça ne parlerait pas à la plupart d'entre vous, ce qui est logique. C'est pas du tout l'objectif. Mais les métaphores permettent, sur un plan littéraire, de se figurer éventuellement, d'activer votre hémisphère droit, hein, qui est plus visuel, qui est de l'ordre des images, et qui permettent d'accéder souvent à des concepts bien plus facilement ou de manière tangible. Alors, je ferai un parallèle justement avec l'amour. Hein. L'amour, vous avez les sentiments, on va dire, de l'ordre du coup de foudre, de l'ordre, en quelque sorte, les stimuli, les accointances, etc. Donc ça vibre, hein, c'est une chimie, une alchimie, pourrait-on dire, sentiment. Puis après, vous avez une approche aussi dans l'amour qui peut être aussi rationnelle. Oui, physiquement, il ou elle ne me le plaît pas nécessairement à la base, mais elle a quelque chose, il a quelque chose, et puis on a plein de points communs, on est bien ensemble, etc., etc. Donc, et un amour peut être créé grâce à une forme de rationalité. Donc on va dire qu'il y a les sentiments ou du genre, boum, ça nous tombe dessus, première chose, un peu comme on pourrait dire la foi, on pourrait l'associer à la foi, et d'autre part quelque chose qui est plus de l'ordre de la rationalité, la capitalisation entre guillemets de tous les bienfaits de s'accompagner dans la vie avec ce compagnon ou cette compagne, en se disant bah ouais c'est vrai et puis plus ça vient, plus on échange des choses dans la vie, etc., etc., et plus en effet un amour peut naître en quelque sorte. Et là on va dire que ce serait plus une approche scientifique. Mais on en viendra aussi à ce fait que, comme il est mentionné dans la Bible et dans beaucoup de traditions, cherchez et vous trouverez. Plus on cherche, plus on trouve. Plus par n'importe quel biais, c'est par n'importe quelle rubrique. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est très important. Alors et aussi évidemment petit parallèle comme dans l'amour il y a souvent des hauts et des bas. De même dans la foi ça vient, parfois ça s'estompe un peu, on a un peu moins de croyances. De même dans la science, etc., etc. D'accord, donc c'est cette idée de se ménager et d'être humain aussi dans notre approche. Alors, on va faire aussi un parallèle par rapport à l'art. Hein. Il y a de l'art et du cochon, comme j'aime à le dire. Hein. L'art, c'est subjectif. D'accord. Bon, il y a des formes d'art, on va dire objectif. Personne ne dirait que la Joconde, Mona Lisa est moche. Enfin, est mal faite, quoi. Je veux dire qu'on on n'aime pas, c'est austère, machin. Bon, c'est classique, ok. Mais ça ressemble à une photo. On ne peut nier la prouesse artistique du maître. De Léonard de Vinci. L'art abstrait, c'est une autre histoire. Hein. Les fresques de Picasso, d'autres, bon, on peut se dire qu'un gamin de 4-5 ans, bon, il y a une philosophie derrière, hein, je suis pas de manière binaire, mais disons que ça c'est subjectif. Est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Bon, on pourrait se dire de temps en temps, ouais, c'est quand même, bon, il y a une philosophie derrière, mais esthétiquement parlant, on peut pas dire que ce soit canon. Hein. Bon, alors ça, c'est de l'ordre du c'est beau, c'est pas beau, l'art abstrait, machin, c'est, j'insiste, subjectif. La foi est à la base subjective. On est avec ou pas. Hein, on est né comme ça. J'en viens à ce point que tout est relatif. D'accord? Tout est relatif. Je l'ai dit plein de bon nombre de fois. C'est la notion de la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Ce qui veut dire qu'en gros, ça n'existe pas. Enfin, ou c'est divin, mais c'est pas de ce monde physique d'humain. C'est toujours cette image du Rubik's Cube, je vous le montre, vous avez 6 faces, donc je vous montre, vous allez me dire il est rouge, je vous dis il est vert, lui il va me dire qu'il est bleu et jaune, et ainsi de suite. Quelle est la couleur du Rubik's Cube? Il y en a, il est multicolore. Il y a 6 couleurs. Cela étant, la réalité, c'est un kaléidoscope géant.
D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, on ne voit qu'un angle en fonction de son point de vue, son référentiel. Donc ça, c'est important. C'est vraiment cette notion de, comme l'a dit de manière plus poétique Rumi, le grand soufi, la vérité était dans la main de Dieu tel un miroir, il est tombé, il s'est cassé, chacun en prend un morceau et se dit que toute la vérité s'y trouve. Donc le prosélytisme, c'est de ne prendre qu'un morceau et de se dire, il y a toute la vérité là-dedans. D'accord? Et te dire, non mais toi, ta vérité, ton morceau, il vaut rien, quoi. D'accord? C'est ça le prosélytisme, et qu'il soit scientifique ou qu'il soit de l'ordre de la foi. Voilà. Et notamment les guerres de clochers entre, par exemple, les religions. Ça, c'est très important, cette notion de subjectivité. Ensuite, il est important de se dire qu'il n'y a pas... On va casser le carcan de cette manière binaire de bien, mal, gauche, droite, chaud, froid. Il n'y a pas un camp homogène science. J'ai ma carte science, ou bien j'ai ma carte spiritualité. Il y a des rubriques, des disciplines, il y a des époques, il y a des écoles différentes qui se complètent, parfois qui se contredisent, qui ne s'entendent pas. Il y a des individus, des humains, même au sein, même des... mais c'est le même principe qu'en politique. Hein. Vous savez, des partis, et même il y a des discordes au sein même des partis. Tout le monde n'a pas une pensée commune, et donc ça c'est important. Il y a, j'insiste bien, il y a des... Ce n'est pas un camp, un autre, c'est différentes factions, différentes visions, différentes vibrations, différentes sensibilités individuelles et collectives. Hein. Donc, c'est de l'ordre de la complémentarité. Selon moi, c'est ça la vision holistique. Ce n'est pas une fusion ni une confusion, c'est plutôt de la collaboration. D'accord ? Voilà, je pense que c'est important. Ensuite, quand je dis, oui, il y a différentes disciplines, différentes approches, différentes personnes, il y a des évolutions, il y a des révolutions de la science, de la spiritualité, il y en a eu par le passé. Rien n'est figé. Hein. Rien n'est figé, on le verra. Dans la science, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'une théorie en chasse une autre, elle la contredit, elle la contrecarre, et où elle évolue. Elle a plus de portée. D'accord ? Il y a des choses qu'on a appris dans le passé. Moi, je me souviens quand en biologie, on nous disait que l'ADN était figé. Alors, on sait qu'il est évolutif maintenant, en fonction notamment de la dimension somatique. La pensée agit, c'est la neuroplasticité, c'est l'épigénétique, c'est une théorie qui a 40 ans désormais et qui est admise au grand public à travers une théorie entre autres de Bruce Lipton. Alors, et c'est pareil en fait en spiritualité. Cela étant, en spiritualité, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tronc commun, mine de rien, qui s'appelle la tradition primordiale. Enfin, la tradition primordiale, c'est un terme que René Guédon a souhaité. Voilà, il explique qu'il y a un continuum. On verra dans une clé dans le futur les similitudes entre les spiritualités, et je présenterai cette tradition primordiale avec les clés essentielles. Bien que ça ne figure nulle part. Si vous avez un ouvrage qui me résume tout ça, je suis preneur, je n'ai jamais trouvé. Personne n'a fait ce travail de synthèse et surtout de similitude. J'y travaille depuis que l'âge de 12 ans. Hein. Je voulais voir ce qui était commun dans les religions monothéistes, polythéistes, dans les civilisations, les croyances dites primitives, paganisme, etc., etc. Je voulais voir quelles étaient, et il y en a des dizaines. D'accord ? Donc ça, c'est important à mon sens pour tenter de remettre les choses. Alors, justement, à juste titre, Gandhi, le Mahatma Gandhi, disait une très belle chose. Il disait, justement en évoquant maintenant en relief cette complémentarité des différentes spiritualités ou religions, il disait, si nous pouvions lire les écritures des différentes religions, nous nous apercevrions qu'elles sont à la base identiques et se complètent à merveille. D'accord ? Donc, une personne qui étudie, beaucoup de religieux connaissent très mal au final leur religion, très souvent. Donc souvent parce que c'est hérité, parce que c'est emprunté, donc on se pose pas les questions, les remet pas en question, et puis finalement on ne sait pas l'essence même. Pourquoi on fait ces rites, pourquoi on fait ceci, cela. Je dis pas tout le monde, je dis juste que ça arrive souvent. Donc, mais quelqu'un comme le Mahatma Gandhi et d'autres qui sont pour moi des sages, qui se sont penchés sur cette question, ont réussi à établir, bien entendu, beaucoup de liens. Ça, c'est important. Alors, j'insiste lourdement, il n'y a pas de camp homogène, comme du même ordre que les raccourcis du type les Français sont râleurs, les Français sont ceci, les Français sont romantiques, etc. Enfin, tous ces trucs positifs ou négatifs, ça, c'est des clichés.
Hein. Vous n'incarnez pas tout Monsieur Français, Madame Française. Hein. Il y a des Français du même ordre. Les Chinois sont ceci, les Américains sont cela. Bon, ça, on sait très bien jusqu'où ça nous mène. En général, c'est bas niveau. En général, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas un camp la science. Ils sont tous unis derrière. Hein. Et puis il y a l'autre camp, il y a une autre équipe qui est la spiritualité. Non, ça marche pas comme ça. Et puis surtout, on peut être l'un et l'autre à la fois. Alors, il y a différentes aussi. C'est comme en politique. Moi, ce que je déplore quelque part, c'est justement ce truc de se dire, par exemple, oui, il y a quelque chose qui est troublant, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais je dis pas que c'est des conneries, d'accord, dans un sens comme dans un autre. Hein. C'est-à-dire si ça ne fait pas sens, si ça n'y a pas de raison de vibration et de si ça ne vibre pas en nous, on peut en fait discuter et même faire machine arrière, par exemple. Pourquoi je dis ça? Les témoignages de mort imminente et autres. Bon, vous avez des centaines de milliers à travers la planète des témoignages. Bon, témoignages, c'est des témoignages. Un témoignage, il peut en avoir 100 000, il peut en avoir 1 milliard, ce restera des témoignages. Ça n'en fera pas une théorie. D'accord? Parce qu'on va pas réussir à le structurer comme tel. D'accord? Bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de théorie que ça n'existe pas. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a plein de témoignages que ça en fait une vérité. Voyez? Donc, dans les deux cas de figure, déjà, faut dissocier. Très important. Du même ordre, encore une fois, il peut avoir des bonnes idées d'un camp et de l'autre. Je veux dire, il y a des aberrations dans la spiritualité, moi qui me font parfois à la fois rire et pleurer. Je tombe des nues parfois devant certaines platitudes, je vous dis franchement, des choses biaisées, appliquées comme des moutons véritablement. Hein. Bon, bref, sans aller trop loin. Mais dans la spiritualité, il y a plein de conneries, de charlatanisme, vraiment de choses très basses intellectuellement. Et dans la spiritualité, dans la science, parfois, il y a un petit peu de prosélytisme aussi, hein, notamment dans le scientisme, et on verra aussi. Mais voilà. Mais encore une fois, c'est comme dans la politique. Ce n'est pas parce que vous êtes de gauche que vous ne pouvez pas dire qu'une idée d'un mec de droite est bonne. Et inversement, et même d'autres extrêmes, pourquoi pas. Mais de dire oui, yin yang, c'est ça. Hein, le style de vie, c'est pas il est bien, il est pas bien. C'est il a un mauvais caractère ou il dit des conneries de temps en temps, mais c'est vrai que il dit des choses intéressantes. Et je pense que si on est un petit peu honnête avec soi-même, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Hein. Trouvez-moi quelqu'un qui dit que des conneries et je connais pas. Hein. Enfin, peut-être il y en a, mais alors il y a différentes disciplines, j'insiste, différentes rubriques. Hein. Pour vous en donner quelques-uns, il y a les mathématiques, il y a la physique, la mécanique, il y a l'optique, il y a la biologie, l'archéologie, l'économie, la sociologie, la psycho, la théologie, qui est l'analyse justement. Théo, c'est Dieu, hein, en grec, c'est l'étude des religions, hein, la théologie, en quelque sorte. Donc ça, c'est déjà le lien. L'astronomie, l'astrologie. Alors, juste je sais pas, là, j'ai pas mixé, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que à la base, l'astronomie, enfin, l'étude des astres véritables, n'existe que beaucoup plus tardivement. Elle est très récente, elle a 100 ans, 150 ans. Et avant ça, on parle uniquement d'astrologie. L'étude des astres, c'est l'astrologie. Après, bon, on a fait la scission, hein. Mais en fait, à la base, c'est la même chose. En fait, ça montre aussi qu'il y a une évolution sémantique avec le temps. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est comme cette histoire de l'ADN figé il y a encore 50 ans, et désormais on sait que c'est pas le cas. Alors, je vais dire que la science, sa zone de compétence et son champ d'application et d'influence, c'est tout. Ok, comme ça c'est assez simple. Ça c'est tout. Elle crible l'ensemble théoriquement. Hein. Mais ce qui est intéressant en fait, quand je parle de vision holistique, pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire faire des liens entre les disciplines. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce stade, si vous êtes scientifique et que vous êtes dans une certaine rubrique, que vous êtes en physique, vous n'avez pas encore la même approche que la mathématique, les mathématiques, et ainsi de suite. Et il y a malheureusement pas assez de liens entre les deux. D'accord? Donc c'est un petit peu comme si vous connaissiez des quartiers dans une ville, par exemple Paris, hein, vous connaissez la Défense,
connaissez, je sais pas, le Louvre, vous connaissez Opéra, vous connaissez le Marais, etc. Donc chacun correspond par exemple à une discipline. Donc j'en sais rien, la physique ce serait la défense, le Louvre ce serait, j'en sais rien moi, la chimie et ainsi de suite. Mais vous ne savez pas comment les corréler. C'est-à-dire qu'en fait vous ne savez pas que Gare du Nord est au nord du reste, ou que, j'en sais rien moi, que Châtelet est juste au nord du quartier latin par exemple. D'accord? Donc tout ça pour dire que, mais ça quand vous l'avez, hein, quand vous arrivez dans une ville, quand on arrive en ville, quand je suis arrivé à Paris, moi j'étais un peu comme ça, j'ai juste corrélé en fait les comment dire les quartiers après coup. Souvent quand vous prenez le métro d'ailleurs, c'est juste parce que vous marchez, ah tiens ça, ah ouais d'accord, en fait il est collé à ce quartier-là. Bon ça c'est vrai pour tout, Shanghai c'était pareil. Bon bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important cette application d'holistique de vie, de vision holistique, c'est ça, c'est de faire des ponts, des corollaires. Et malheureusement, il n'y en a pas assez, à mon sens, actuellement dans l'approche scientifique. Alors, deuxième chose, les différentes croyances. Alors, de la même manière, quelles sont les différentes croyances? Alors, il y a des segmentations, il y a des disciplines, ok. Il y a la religion, qui est plus le dogme, hein, qui est plus pour la masse, qui est plus pour l'hygiène, pour les règles de vie, etc., etc. À l'intérieur de ça, vous avez plein de sous-segmentations. Hein. Religion, vous avez les polythéistes, les monothéistes, ok. Ensuite, à l'intérieur, vous avez plein de factions et parfois des réformes. Hein, si je prends même la chrétienté, après vous avez le catholicisme, ensuite vous avez le protestantisme, à l'intérieur de ça vous avez les luthériens, l'église anglicane, norvégienne, etc. Enfin vous avez les baptistes, les pentecôtistes, etc. Vous avez pléthore. Hein, c'est comme un arbre, hein, c'est un arbre. Bon, ça, religion. Ensuite, ésotérisme, on en a déjà parlé pas mal de fois, c'est la partie invisible de l'iceberg, c'est les racines véritables, c'est l'essence mère, on va dire, des enseignements qui étaient transmis oralement et non pas par écrit à la base pour éviter toute interprétation. Je pense notamment à la Kabbale et d'autres. Bref, tout ça pour dire que, voilà, ésotérisme. Ensuite, spiritualité, quelque part, alors j'aime ce parallèle, spiritualité, ce serait quelque part comme un buffet, hein, c'est vous qui choisissez. C'est en fonction de vos goûts, en fonction de votre métabolisme, de votre tolérance ou intolérance, hein, au lactose, je sais pas, des allergies que vous avez peut-être, donc vous allez rejeter certaines choses. Tandis que la religion, c'est le plat du jour, hein, on vous sert ce qu'il y a de prêt, hein, vous prenez ou vous prenez pas. Donc c'est un peu l'idée. Donc la spiritualité, c'est pour ça que Deepak Chopra disait la spiritualité, c'est de suivre l'expérience de quelqu'un d'autre. La religion, c'est de suivre l'expérience de quelqu'un d'autre, et la spiritualité, c'est de suivre sa propre expérience, sa propre guidance en quelque sorte. Bon, ça ne plaît pas toujours pour certains religieux où ils ont l'impression que c'est du zapping. Hein. Bon, encore une fois, il faut s'écouter, il faut que ça vibre ou pas. Appliquer pour appliquer, est-ce que c'est pas 20 points d'interrogation? Je vous laisse répondre. Le mysticisme, qui est plus de l'ordre du symbolisme, etc., etc. Les différents mondes subliminaux, que ce soit les esprits, les entités, les anges, les djinns, comme on appelle les esprits, hein. Bienveillants, malveillants, les égrégores, les archétypes, les extraterrestres, etc., etc. Ok, etc., etc. Et puis aussi une approche plus, on va dire, plus entre deux, on va dire, qui est l'énergie. Hein. Les énergies, c'est pas visible, ça existe. Bon, ça c'est déjà un lien entre spiritualité et science. Alors, important, c'est tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. Hein. Les chemins mènent à Rome. Rome, c'est la matérialité, c'est la physique, hein. C'est c'est la science. Tous les chemins mènent au Dôme. Le Dôme, c'est la spiritualité. Donc c'est l'approche métaphysique. Donc dans les deux cas de figure, quand je dis cette phrase, ça veut dire que c'est un alignement vertical horizontal. C'est la vision holistique en fait, très simplement. Alors, vous avez des autoroutes qui seront les religions qui sont déjà prêtes à traverser, ça va plus vite pour certains. Vous avez des nationales, vous avez des départementales, vous avez des chemins vicinaux, vous avez, je sais pas, le petit passage. Et puis après, c'est libre à vous de faire avec votre tondeuse et votre couteau, etc., etc., pour éventuellement faire justement ce nouveau passage, hein, qui serait de l'ordre de nouvelle expérimentation. Voilà, tout est possible. Alors, justement, la métaphore du buffet, j'ai dit, c'est selon le métabolisme.
D'accord, c'est plus une approche spirituelle. C'est le principe de l'Ayurveda. L'Ayurveda en nutrition, ça dépend de votre groupe sanguin, ça dépend de la période de l'année, ça dépend de la période de la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir, et ça dépend en fait du croisement de tous ces aspects. Ce qui fait pas mal de combinaisons. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des adaptations miraculeuses. D'accord? Ayurveda signifie justement la science de la vie, initialement. Donc, la science de la vie, ça veut dire que l'Ayurveda, c'est la science spirituelle hindoue, ok, civilisation de l'Inde, l'une des plus anciennes au monde, est connue il y a 4000 à 5000 ans, ça dépend à quoi on se réfère. Mais disons que, voilà, donc il y a déjà une approche. Donc là, on fait le lien avec l'histoire de la spiritualité, de la science. À la base, c'est une même chose. En Inde, c'est la même chose. Une autre civilisation du même ordre, qui a 6000 ans, c'est la société chinoise, le taoïsme, Lao Tzu. L'application, ça a, dans l'approche de la médecine traditionnelle chinoise et autres, qui est un pendant de l'Ayurveda, c'est du même ordre. On est scientifique et spirituel. Donc c'est les deux conjointement, c'est le même rapport. Alors, mais si on va plus loin dans les sociétés primitives, c'est pareil. C'est-à-dire les chamans. Les chamans, ce sont des intercesseurs sociaux pour la bonne cohabitation à l'intérieur du village et autres, avec les mondes supérieurs, avec les maladies, etc., etc. Ce sont à la fois des diplomates, des scientifiques, et aussi des médecins et des spirituels. D'accord? Bon. Donc, alors vous allez me dire, mais c'est pas nos cultures, tout ça. Les chamans, c'est la culture du monde, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Vous en avez en Sibérie, vous en avez en Amérique latine, vous en avez en Asie centrale, vous en avez en Asie du Sud-Est, vous en avez en Afrique, mais vous en avez aussi en Europe. Les Celtes, les druides, etc., etc. Je veux dire, toutes ces traditions-là, c'était des chamans. C'est juste une manière un petit peu différente de parler des choses. Alors, il y a un point important dans l'histoire, c'est achronologique mais volontairement. Si on repart plus loin, la première civilisation connue, c'est Göbekli Tepe. Ok, c'est en Turquie. C'est entre 12 et 14 000 ans. Alors, le problème, ça a été découvert en 1961, c'est ça contredit. C'est pour ça que ça fait polémique, la thèse d'Adam et Ève qui aurait 6000 ans à peu près. D'accord? Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait ça contredit aussi la sociologie commune, qui est que il y a une sédentarisation, c'est-à-dire qu'au départ l'homme est nomade, on va dire, il se déplace, et puis il se sédentarise, ok, et l'agriculture naît, etc. Sauf que là, ça contredit, dans le sens au niveau des datations, mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, non, il est à la base, il crée un culte, il remercie le culte, un peu comme Stone Age, etc., etc. Et de là, en fait, plutôt que de galérer à chaque fois à revenir au lieu du temple, pour se recueillir, eh bien, ils habitent à côté du lieu du temple, et du coup, ils partagent de par la religion, de leur croyance, des choses communes. Donc, ils deviennent sociables grâce notamment au culte. Donc ça, c'est complètement, ça chamboule véritablement, mais c'est pas un détail du tout. Si on regarde la Grèce antique, donc qui est le pilier de notre société occidentale, on va dire, européenne et occidentale, ensuite, par implicitement, mais les Grecs, dans leur approche, c'est pareil. Si vous prenez les Thalès, les Pythagore, les Aristote, les Socrate, les Démocrite, les Euclide, les Hippocrate, etc., sont tous scientifiques et philosophes, donc littéraires. D'accord? Donc ils sont scientifiques, donc hémisphère gauche, et hémisphère droit, littéraire. Et par ailleurs, la plupart d'entre eux sont mystiques. Pythagore fait l'école des mystères, enseigné de la Grèce antique, 600 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Platon, les corps platoniciens, c'est de l'ordre, c'est les corps platoniciens associés aux 5 éléments de la nature, le dernier étant l'éther, la quintessence, le dodécaèdre. Donc ça, c'est limite, c'est de l'alchimie, limite de la magie, quoi. Donc c'est pas rationnel du tout. Mais ce que je veux dire, c'est ça fait partie de nos bases sociétales. Donc à la base, ils sont spirituels et à la fois scientifiques. Et ça ne pose aucun problème. Au contraire, c'est une complémentarité. Ils activent l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et de là, la glande pinéale. Alors, si on va dans d'autres considérations, il y a énormément d'erreurs dans l'histoire. C'est-à-dire qui sont, c'est pas des manipulations, c'est juste que l'histoire a retenu Madame Histoire, on ne sait pas, mais on a retenu des choses qui sont erronées parfois. L'épicurisme, ce n'est pas que du matérialisme.
Épicure n'est pas exclusivement dans la matière, il est aussi dans la spiritualité. Ça, c'est un biais. Ok, d'ailleurs, quand on dit donc c'est très épicurien, non, c'est pas ça. Descartes n'est pas cartésien. Quand il parle de la glande pinéale, il parle donc du troisième œil, il parle du siège de l'âme. Pas du tout rationnel cette histoire, c'est pas du tout cartésien. Il est proche des rosicruciens. Donc, on va dire, c'est l'ésotérisme protestant. Donc, il a une approche spirituelle. C'est juste qu'en fait, dans son protocole, il veut avoir une rationalité pour éviter de tomber dans la superstition. C'est une approche différente. Mani, le grand prophète du IIIe siècle, n'est pas du tout manichéen. Manichéen, c'est binaire, c'est blanc-noir. Il inclut, en fait, il fait une synergie du christianisme, du zoroastrisme et du bouddhisme. Bon, bah c'est une vision holistique, hein, donc il n'est pas du tout manichéen. Galilée, Copernic, Galilée, Kepler, Spinoza, tous sont croyants, bien qu'ils aient été excommuniés ou ils ont des problèmes avec les institutions. Mais ils sont croyants, ils le disent. Kepler, il dit Dieu est un mathématicien. Donc je pense que c'est assez explicite. Donc il le dit, grand Dieu, grand est ton pouvoir et sa sagesse est infinie, cieux, les étoiles, louez le langage qui vous a été donné, mon Seigneur et mon Créateur, la splendeur de votre fonctionnement, je voudrais le signaler aux hommes dans la mesure où mon esprit limité peut le comprendre. Il est profondément dévot, croyant, c'est juste que voilà, il s'est heurté à une inculture, un obscurantisme primaire de l'Inquisition, etc., etc. Bon, je disais Newton donc la base du cartésianisme, ce qui est censé être la science rigoureuse, etc. Ce monsieur, je l'ai dit, est rosicrucien. Il croit au siège de l'âme, donc c'est pas rationnel tout ça. Mieux encore, Newton. Newton, c'est le père de la physique classique. Hein, c'est le XVIIe siècle. C'est un grand alchimiste. Mais c'est avéré, c'est pas une fantasmagorie, c'est de l'histoire. Alchimie, c'est quoi? C'est transmuter les métaux. En fait, c'est une interaction entre votre psyché et le fluide de votre psyché qui impacte les métaux. Et les métaux, en contrepartie, vous impactent également. Donc c'est un principe de vase communicant qui permet justement une transmutation. Bon, c'est perché l'histoire, hein. C'est limite pareil, c'est la magie. Donc Newton, monsieur science moderne, c'est Harry Potter, en quelque sorte. Bon, voilà, un bon entendeur, salut. Allons plus proche, siècle dernier, hein, mais c'est toute la clique, les Einstein, les Max Planck, les Schrödinger, les Heisenberg, les Tesla, les Niels Bohr, j'en passe, les Rosen et autres, tous sont croyants, et notamment enseignés. C'est-à-dire, Schrödinger, il est enseigné les Védas. Comment il s'appelle, Einstein, il dit on parle, demandez-moi, enfin expliquez-moi de quel Dieu vous parlez. Si c'est le Dieu du Spinoza, oui j'y crois. Et Spinoza, il est excommunié parce que il a une conscience de Dieu et absolument partout. C'est pas dans les nuages, type un mirador avec sa barbe blanche et en menaçant et être dans la contrainte, dans la frustration. Il est inclusif à tout. Hein, c'est une vision très animiste, très holistique en quelque sorte. Hein. Bon bref, quand je vous dis l'histoire est sélective, Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies occidentaux, on va dire, du deuxième millénaire. On ne sait pas si c'est un artiste, c'est un génie scientifique, etc. Dans la médecine, etc., etc. Enfin, prenez la liste de toutes ses compétences, c'est juste effarant. Il a toujours dit et en fait, il a un pendant qui s'appelle Avicenne, en Perse. Il est né en Ouzbékistan, il est mort en Iran. Je suis allé justement au lieu de naissance et de mort. Ces deux personnages me fascinent profondément. Et ils ont un parcours similaire. Ils avaient à chaque fois plusieurs siècles d'avance. Et ils ont toujours dit, Avicenne c'était plutôt un médecin, ils ont toujours dit, sa médecine est encore étudiée comme la médecine traditionnelle chinoise en Iran. J'ai des amis qui la pratiquent, qui ont étudié notamment. Et en fait, les deux témoignent, donc Avicenne et Léonard de Vinci, que leur inspiration, pourquoi ils avaient autant d'avance, des siècles d'avance et tout, parce que ils recevaient des messages de leurs anges. Oui, je vous assure, c'est pas rationnel. Le premier Indien, c'est pareil, à Cambridge, je sais plus son nom, il y a un film avec Jeremy Irons. Il a mis au point plein de théorèmes qu'il a pu démontrer et d'autres en disant je n'arrive pas à les expliquer, mais je sais qu'ils sont vrais. Et après ils se sont avérés réels. Et il disait non, mais en fait c'est une vibration de Dieu. C'est comme si Dieu entre guillemets s'exprimait. Alors
d'où vient cette rupture, ce point de rupture, ce point de divorce, parce que on va dire que tout ça c'est la lune de miel. Alors à quel moment ça casse? On va dire que la première partie c'est l'Inquisition. L'Inquisition, alors sur le papier c'est 2 siècles et demi, en réalité dans les faits, dans les mœurs, c'est à peu près 5 siècles. Donc c'est Moyen-Âge et ça continue jusque quasiment 1850. Hein. Et la transition, donc en fait, si vous voulez, avant, on est vraiment dans la superstition totale. On va dans la forêt, on a peur de se faire attaquer par des entités, etc., etc. Donc on se balance des sorts dans tous les sens. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens, chasse aux sorcières, sortilèges, etc. Donc bon, là, ça fait le ménage. Mais je suis pas en faveur, bien entendu, mais surtout qu'il y a eu des dégâts irréversibles, des injustices. Mais avant, c'est un peu ça. Avant, on est dans un air de superstition, pour dire les choses. Donc, du coup, c'est un petit peu réduit cette portée. Mais quand je vous dis, c'est encore tardivement, on va dire que la deuxième période, donc Inquisition, deuxième point clé, c'est 1850. Pourquoi? C'est la révolution industrielle. Hein, c'est le début du monde moderne, le bonheur des dames, Harrods, les grands magasins, Galeries Lafayette, la Samaritaine, etc., etc. Et c'est le début du consumérisme. Hein, pour lequel, après, ça va partir jusque dans les années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite libéralisme à outrance, années 80, Thatcher, Reagan et tout, et puis là c'est plié, 2000, début de la globalisation, la Chine dans l'organisation mondiale du commerce et Internet et l'élargissement du libéralisme. Bon, bref, pour la faire simple. Mais 1850, au-delà de la révolution industrielle, c'est aussi la révolution des esprits, avec Alan Kardec. Hein, c'est devenu une religion, il y en a à peu près 30 millions d'adhérents, essentiellement au Brésil, en Amérique latine, etc., etc. Moi, je vous ai expliqué, je suis resté 3 mois avec des spirites qui pratiquaient cette religion. Et en fait, il remet au centre de la vie de tous les jours une présence des esprits, avec canalisation, etc., etc. Et en fait, pourquoi? Parce qu'avant, les gens s'étaient complètement détachés. Pendant l'Inquisition, c'était très dangereux de parler des esprits. Et donc, quand il publie ses ouvrages, il y a une anathème, les gens veulent le buter, brûler, etc. Donc voilà. Et c'est justement ça qui a fait que ça a créé encore plus de dimension commerciale et où les gens ont voulu le lire encore plus. Donc intéressant. Dans les années 60-70, en quelque sorte, c'est le début de la nouvelle ère, le nouvel âge, pardon. Lapsus, le mouvement Peace and Love, etc. à la fin de la guerre au Vietnam, etc. Donc c'est en Europe, hein, c'est en France, c'est aux États-Unis. Et en fait là, il y a une spiritualité un petit peu décomplexée. C'est-à-dire, c'est bon les grenouilles de bénitier, arrêtez de nous imposer. Donc il y a moins de poids des institutions, surtout après la guerre. Pour certains qui ont aussi soutenu les nazis, hein, donc voilà. Et donc c'est un petit peu comme si foutez-nous un peu la paix avec vos institutions. Nous, on veut développer la spiritualité du cœur et donc la partie New Age. Bon, après il y a eu des déviances aussi, bien entendu, hein, drogue, machin, etc. On est bien d'accord. Ensuite, on va dire que il y a vraiment une suprématie récente depuis la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on appelle le scientisme, hein, qui est vraiment en quelque sorte c'est la science pure et dure, quoi. C'est très hermétique, c'est très cadré, etc. Il y a pas de place entre guillemets pour l'impalpable, pour l'invisible, pour notamment tout ce qui est spiritualité, foi, etc., etc. Alors c'est une sorte de revanche, hein, quelque part, mais en même temps, à juste titre, on peut comprendre qu'ils aient morflé, qu'ils aient souffert de l'Inquisition et que c'est encore empreint dans l'ADN, on va dire, la mémoire collective. Alors, donc c'était pour éviter aussi une foi aveugle, hein, j'insiste, l'obscurantisme qui était du prosélytisme et puis des superstitions comme j'en ai parlé juste avant. Alors aujourd'hui on peut considérer, on est plutôt dans une phase d'ouverture. Alors il y a du quantitatif, hein, beaucoup, hein, depuis 2020, etc. Il y a tout à boire à manger, hein, c'est mal en pis. Mais il y a aussi beaucoup de qualitatif. Hein. Il y a plein de gens qui se sont ouverts, qui s'ouvrent, etc. Donc ça c'est intéressant et qui ont envie d'ouvrir les champs de conscience, etc. Donc on arrive peut-être plus dans une phase désormais de balance. Et aussi, comme on dit, quand l'élève est prêt, le sage apparaît, peut-être des connaissances reviennent à nous, en tant que genre humain, parce qu'on est désormais prêt. L'abondance, on n'était peut-être pas prêt, ou l'énergie libre à l'époque de Tesla. C'est dans les années 30, il y a 100 ans, peut-être qu'on aurait fait pire que les bombes nucléaires. Bon, est-ce qu'on est encore mature aujourd'hui pour l'avoir?
Bonne question. Hein. L'abondance, c'est pas nécessairement d'aller faire des pistes de ski dans le désert ou des stades de foot climatisés. À bon entendeur, hein. Salut, elle est gratos celle-là. Bon, alors elle coûte cher en même temps, hein. Mais bon, bref. Alors, vous aurez bien compris. Alors, voilà. On a terminé cette première partie qui me semble importante. Qu'est-ce que j'ai voulu vous expliquer par là? Il y a, en fait, une interprétation de l'histoire. Je dis pas qu'il y a une manipulation, une réécriture de l'histoire. Je dis juste que l'histoire, que la mémoire que nous avons de l'histoire n'est pas tout à fait cohérente avec la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une longue période de complémentarité qui se passe très très bien, un amour, charnel, de quasiment toutes les civilisations, et ce jusqu'à l'Inquisition, qui a eu une période de rupture, on va dire, un coup de canif dans le contrat. Et là, en effet, qui déblaye aussi toute la superstition, qui était un petit peu partie en, en approche pas du tout rationnelle. Et bon, après, dans des bifurcations de les oppositions de la révolution industrielle, donc le consumérisme qui porte pas encore son nom, mais qui est très proche dans l'essence de les prémices. Et puis d'autre part, la réhabilitation du monde de l'invisible, des esprits, des défunts, etc., où on essaie de remettre dans un contexte de c'est pas que l'Église, aller à la messe, c'est, enfin je parle pour cette religion, mais je parle là en Occident, hein, mais c'est aussi au quotidien. Donc ça c'est une approche un peu différente, le nouvel âge qui permet aussi de prendre un peu de distance, un peu de on fait un peu à sa sauce, c'est-à-dire que c'est plus au ressenti, au feeling, etc., etc. Donc il y a c'est pas du bon et du mauvais, c'est juste que, voilà, on est peut-être arrivé à une période où on a la capacité de remettre un petit peu les pièces du puzzle et on va continuer à voir que c'est même ce qui est en train de se passer et on va voir comment, à quelle portée dans les clés précédentes. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous apportera, ça vous permettra de façonner le passe-partout de la clé des champs, du cœur, des champs de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut!